سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Bonsoir, des mots de minuit, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Irène Papas, la tragédienne grecque. Mais ce qui impressionne d'abord chez elle, c'est pas cette stature, c'est d'abord le rire et le sourire. Madame, quand on vous voit, on rigole finalement. Hein, Ah oui. Et c'est étrange parce que c'est presque à l'encontre de l'image que vous avez et des souvenirs qu'on peut avoir de vous. Face à vous, Alexia Cousin. Alexia Cousin, vous avez 21 ans. Vous êtes presque début avril. Oui. 21 ans début avril, vous êtes soprane, donc vous êtes une voix nouvelle du lyrique, et on verra comment vous en êtes arrivé là. Et la critique unanime dit que vous êtes impressionnante. Dans la deuxième partie de cette émission Été Niveau Portable, on parlera de James Natchway, photojournaliste, qui publie un livre qui s'appelle L'Enfer, et dans lequel sont évoquées ces photos sur tous les terrains de conflit et de misère du monde. Nous parlerons également d'une revue qui a maintenant presque une décennie d'existence, qui est une revue littéraire qui s'appelle Pasodoble. Et nous verrons également un extrait du film de Kieślowski qui ressort, qui est le premier film de Kieślowski qui s'appelle Le Personnel. On commence avec vous, Irène Papas. Et alors je disais, on ne peut pas lire la presse sans que qui s'impose quand on évoque la grande tragédienne, cette espèce de statue presque intouchable. Je vais par exemple citer Valérie Duponchel, Le Figaro, en 1998. Voilà ce qu'elle dit dans un article qui s'appelle Irène Papas, la passion de la vérité. Rencontrer Irène Papas, c'est avoir rendez-vous avec le soleil. Beau visage, où les sourcils sont drus, les yeux profonds et joueurs, la bouche grande et ferme, comme il sied à une tragédienne. D'une élégance très pure, soit marine et bijoux simples, celle qui fut Électre et Hélène pour Kokoyanis, et accueille d'un baiser comme une muse à l'entrée de sa maison. De sa voix chaude, elle s'anime aussitôt avec un esprit vif qui aime s'interroger. On l'écoute avec bonheur, comme on l'écoutait d'une oreille de musicien déclamé en grec dans les Troyennes. Manuel d'Oliveira lui a confié un rôle de légende, celui de la mère fleuve qui garde la vérité de la vie dans le silence de sa cabane de pierre sèche, entre bruyère et lumière de la nuit. Dans un premier plan magique sur ses cheveux de jet, le cinéaste poète rend un hommage de peintre à sa force et à sa beauté. Voilà, alors voilà un peu la statue dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que vous aimez vous entendre décrire comme ça, ou est-ce que vous êtes autre chose? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je suis, parce que je suis dans l'avion, disons, et pas en dehors. Je ne me vois pas. Je n'aime pas décrire, parce que je suis. Non? Alors, les petits morceaux que peut-être sont dans les rôles que j'ai faits donnent l'impression, parce que c'est pas seulement moi, mais c'est le moment que moi je suis Électre aussi. Ça veut dire c'est des moments complètement des arts qu'il faut que je joue ce rôle comme ça et donne à les personnes l'impression que je suis seulement comme ça. Et je crois que tous nous sommes des petits morceaux de mosaïques, des mémoires, des choses, des plaisirs, des rires, de tout. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas comme vous. Nous sommes tous les mêmes. Nous avons notre âme, notre relation dans une manière, pas seulement un. Et vous êtes multiple. Tout nous. Beaucoup de façades. Alors, vous dites, en 1998, vous dites ceci: le métier de comédienne est une psychothérapie, il implique une grande recherche sur soi-même, longtemps, pour arriver à la vérité de ce moment et de passer à la suivante. Un acteur opère une grande chirurgie dans son âme. Et ça, c'est vrai, parce que pour moi, par exemple, quand je ne suis pas très bien,
où je n'ai pas de moments très clairs, quand je fais le travail, je sais mieux qui je suis parce que je travaille sur moi. Et je dis toujours que c'est une profession très saine, de salut. Parce qu'en faisant ça, tu es obligé d'entrer dans la vérité de ce personnage avec toutes ses faces. Et ça, il te fait toi mieux. Il te donne un salut plus que la vie te permet d'avoir. Parce que je trouve que beaucoup de temps, les gens qui vivent cette vie qu'on croit naturelle ou que c'est plus normal de nous, que je trouve que beaucoup de gens ont beaucoup de... Comment on dit, quand la banque a beaucoup d'argent, il y a... Un trésor? Non, quand tu as pas une réserve. Jeté en réserve. Alors il y a beaucoup de réserves sentimentales, beaucoup de réserves de férocité, beaucoup de choses que dans la vie naturelle, comme on dit... On n'a pas l'occasion de donner. Nous donner, faire, et aussi ça ramasse, ça devient beaucoup. Et je crois que pour ça, beaucoup de gens se tuent, se fait des batailles très... Parce qu'il y a beaucoup de réserves. Et la vie quotidienne, la vie normale qu'on dit, on ne donne pas cette ouverture à l'âme de la personne. Alors la comédie, enfin en tout cas le théâtre ou la tragédie, c'est ce qui permet la catharsis. Oui, mais je ne crois pas que seulement les tragédies. La tragédie, c'était un très grand, bel drame. Ce n'est pas une chose différente de l'autre. Il a une très bonne construction. Il a des personnages qui sont élus. Ce n'est pas une photographie de la vie, c'est une sélection de l'âme, de la vie et des émotions, parce qu'il te donne un monde très grand. Et alors, c'est pas moi, je trouve que si je n'étais pas cette profession, peut-être je serais dans une prison. Ah oui, c'est ou la comédie, enfin ou la comédie, non, ou en tout cas, je ne dis pas ça. Ou actrice ou en prison. Non, parce que maintenant je suis aidée par cette profession de vivre toutes mes émotions sans être punie. Alors, jusqu'au 2 avril dernier, vous étiez au Festival international de films de femmes à Créteil, qui vous a rendu un hommage. On a pu revoir plusieurs de vos films. Electra de Kakoyannis, Le Christ s'est arrêté à Éboli de Rossi, Parti de Manuel de Oliveira, Sans dessus dessous de Kakoyannis encore. Et puis un film qui s'appelle Erendira de Rui Guerra, qui est réalisateur mexicain. Et justement... Et le texte est de Gabriel García Márquez. Oui, d'après la nouvelle, hein, d'après... Et dans ce film, vous êtes un peu hors l'habitude, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la tragédienne, vous jouez une grand-mère qui prostitue sa petite fille, qui n'a pas su garder son trésor. Si, c'est une tragédie, mais on va vous voir dans ce film, et en fait, vous n'êtes... J'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup, aussi j'aime beaucoup mon caractère, parce que c'est beaucoup de niveaux. Parce que c'est pas seulement comme ça, comme toutes les tragédies, comme tous les rôles que je fais, les tragédiennes, les tragédies que je fais. Il y a beaucoup de niveaux. De niveau de lecture. Non seulement des acteurs, non, de jeu. De jeu, mais il y a aussi des niveaux psychologiques, il y a beaucoup. Et alors, cette femme aussi, il est tout, il est mal, il est mauvaise, tout ça, et c'est extraordinaire. Alors là, c'est une scène où Ulysse, qui est le jeune homme qui finira par sauver Erendira, va faire manger un gâteau empoisonné à la grand-mère qui a prostitué sa petite fille. Regardez, Irène Papas. C'était belle cette scène, mais je détestais moi. Je n'aime pas les sucreries. Il sera pour vous, madame. Toi, tu es fou d'amour. Et ça doit être pour Erendira. Tu ne dois pas avoir de secret pour moi, comme si j'étais ta mère. Malheureusement, il est encore temps de te sauver. L'amour, c'est une peste. Personne n'a le droit de dire ça.
Dans ce monde, il n'y a pas de grand problème qui ne soit pas un problème d'amour. Alors, on est loin de la tragédie quand même. Alors, le thème est tragique, mais Oui. l'interprétation est prête à sourire. Enfin, vous êtes dans un excès. Parce que ce personnage, il est très extrême. Il n'est pas une vie naturelle, c'est très extrême. Je mange beaucoup, elle mange aussi beaucoup de gâteaux et tout ça. Elle a des mauvaises... pas une caricature, mais c'est extrême. Alors, vous préférez... Alors, tout à l'heure, vous avez dit je suis total, mais je suis total comme mosaïque. Oui. Alors, vous préférez dans ce genre de rôle ou en tragédienne? C'est les deux, vous dites, mais est-ce que vous n'avez pas envie parfois de sortir de... Moi de la femme en je ne noir? comprends pas des questions comme ça, parce que tous les acteurs ne sont pas une manière. C'est les producteurs qui te donnent les mêmes rôles. Les acteurs ont beaucoup, parce que c'est la technique, qu'est-ce que c'est? Que tu peux être beaucoup de personnages, beaucoup des âmes, que le rire et le pleurer, c'est la même chose. Pour ça, ce n'est pas notre problème que nous ne faisons pas tous les rôles. C'est le problème des producteurs qui dit « Ah, tu fais bien ça, fais encore une fois ». Parce qu'on ne risque pas, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Enfin, en tout cas, on voulait rentrer dans votre carrière de manière un peu comme ça, par un chemin de traverse, donc éviter ce personnage en noir. Et on a retrouvé quelque chose, je voudrais vous faire entendre quelque chose, et je voulais vous demander si vous vous en rappelez. Alors, on va entendre, c'est un son, on va l'entendre. Ah, c'est une histoire de... Alors ça c'est vous aussi dans cette poésie de... Je vais vous dire ça. C'était un apocalypse de Giovanni, non? Et, Papa Athanasio Evangelis, il était ici à Paris, et moi aussi. Il me dit, Reine, je veux que tu lis un peu de mots de l'Apocalypse. Moi, j'aime pas ça, que tu as un disque et après quelqu'un parle. Et j'ai commencé. I am to come, my God. I am to come, my God. Et lui, commence. Oh. Il était 20 minutes de ça. Je faisais tout ça, je faisais des lullabies, je chantais, je faisais waouh. Non. Et après, il a mis tout ensemble. Et ça a donné ça, les Aphrodite Child? Oui. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était beaucoup à la mode. Un disque d'amour que peut-être que notre femme a fait, qu'elle était très, très gentille. Et moi, je voulais un peu... Vous aviez du caractère. Un peu comme ça. Parce que toujours quand les femmes, on fait l'amour, c'est fait... C'est toujours un peu d'ironie par la femme, que c'est très gentil, tout ça. Mais il y a beaucoup de personnes... Moi, je voulais faire un peu des critiques sur l'amour. C'est de la dérision. C'est ça, une forme de... C'était une satire. Satirique, ça que je fais, je crois, non? Pour ça, c'était le moment que je fais l'opéra. Non? En même temps, quand on l'entend, on est quand même dans une manière de dire le plaisir, de dire la féminité, enfin même si c'est satirique. Moi, toutes les personnes qu'on a écouté ça, on croyait que c'était une chose sur l'érotisme. Ouais. C'était pas comme ça. C'était une satire, non? Moi, je fais une satirique. On a pris ça, on l'a pris dans les voitures, avec ça, on faisait l'amour, les gens en Grèce, partout. Et je vis cette petite morceau dans un disque érotique avec les cadènes ici, les chants, non? Les chaînes. Les chaînes. Les gens usent les choses comme on peut. Restons sur l'amour. Vous dites ceci en 1998, il y a 2 ans. Ma vie amoureuse a beaucoup souffert de ma pratique de comédienne. Je suis habitué à des textes très grands. Je les vis sur scène avec Médée et Jason, Cléopâtre et Antoine, qui sont des amours extrêmes. Il y a l'intensité du sentiment et une grande alliance des personnes. Oui. Et dans la vie, le pauvre qui veut m'aimer ne peut pas être Jason, ne vit pas d'art toute la journée avec un rôle de Médée. C'est très lourd pour lui et pour moi. Quand tu as vu un ciel très bleu, tu n'acceptes plus les nuages. Alors je souffre
il souffre, je ne peux pas accepter d'être injuste avec celui qui veut m'aimer, je préfère me retirer, je veux y arriver, même si j'ai 100 ans, il n'est jamais trop tard pour aimer. Est-ce que ça veut dire que... Non, je ne dis pas seulement ça, c'était mon côté aussi, je ne peux pas être m'aider. C'est pas seulement elle qui ne m'a pas donné Oui, cet mais donc amour ça veut dire grand. qu'au quotidien, l'amour est impossible? Non, moi je crois en l'amour. C'est triste, hein, ça, ce que vous dites. C'est très triste, mais moi je crois à l'amour, mais je trouve que comme c'était déroulé maintenant, il y a beaucoup de réponses que moi je ne suis pas d'accord pour moi. Et, je n'aime pas que l'amour se divisé de la sexualité. Alors la sexualité c'est une autre chose, l'amour c'est une autre chose. Ça je ne comprends pas. Et parce que je trouve que l'amour est une chose et c'est un grand respect pour la personne qui est devant toi et un grand désir. Alors comme tu peux aller là à faire l'amour et là pour faire la sexualité, je comprends pas ça. Je n'ai jamais été infidèle car ce serait être infidèle à moi-même. Ce que vous avez Je dit. trouve que c'est pas quelqu'un qui te dit il faut être fidèle. Si tu ne sens pas d'être fidèle, ça veut dire qu'une chose ça va pas. Alors pourquoi reste là? Il faut être total. Hein? C'est une totalité. C'est une totalité, ils se m'aiment. Maintenant, nous avons des amours qui sont préparés un peu par les films, par la télévision, par les romances, les écrivains. C'est pas comme ça, non? Comme la femme aujourd'hui, comme c'était présenté dans les films, c'est pas comme ça. C'est une chose qui n'existe pas. La femme aime la violence, la femme, si tu donnes une bise, ça reste comme ça. C'est pas comme ça. C'est une image de l'homme, de la femme. Et aussi, comme l'homme, c'est plus attiré des sensualités, des sexualités que la femme, on croit les hommes que la femme, si tu les donnes une bise, c'est fini. Elle oublie Compte tout. là-dessus, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi? C'est pas ça. Moi, par exemple, j'avais une bataille avec mon amour. Je peux pas qu'il me touche pour moi. Si, C'est pas gentil, hein? Non. C'est tragique. Non, parce qu'il faut être ensemble, avec âme aussi. Si nous avons une chose qui n'est pas bien pour nous, il faut régler ça. C'est le plus dur, hein? Non, que dur. Les hommes qui ont compté dans votre vie, il y en a quelques-uns. Par exemple, celui-ci. Moi, je ne sers pas Euripide s'il y a un procès de comparaison avec le texte original. Non. Je sers Euripide si je fais un bon film qui arrive à la même quantité d'émotion et qualité d'émotion à travers un autre médium. Notre moyen d'expression. Oui, c'est tout. Et vous y êtes parvenu. Il semble d'ailleurs que ceci vous ait donné envie de récidiver, puisque après Électre, où Irène Papas vous a rendu le service de son talent, Elle est merveilleuse. Elle est vraiment merveilleuse. Vous allez tourner maintenant Iphigénie en Aulide. Le style de ce film sera un peu différent de Électre à cause de la nécessité intérieure de le sujet. Il y a le côté masse qui est très important, la présence de l'armée. Électre est un film beaucoup plus personnel. Est-ce que vous avez trouvé votre Iphigénie, votre interprète? Malheureusement, pas encore, mais je cherche, je crois que je la trouverai, j'espère en Grèce. Et il vous a trouvé, puisque Iphigénie 1977, Irène Papas, donc les trois films Électre, les Troyennes, Iphigénie, Kakoyanis, ça vous a révélé d'une certaine manière, et ça vous a posé comme grande tragédienne. Je ne suis pas un objet, moi. Nous sommes des personnes qui nous faisons ensemble quelque chose. Alors, j'ai beaucoup de temps, on a retrouvé. Qui m'a trouvé? J'étais toujours là-bas. Et je crois que si tu as un objet, tu ne peux pas travailler bien avec quelqu'un. C'est la même chose avec l'amour. Tu ne peux pas avoir la même intention pour faire de grandes choses. Un objet, peut-être c'est beau, c'est bien, tu peux le servir de ça, mais tu ne peux pas créer des choses très grandes. Moi, quand je connais Kakoyanis, ce n'était pas jamais mon amour, je ne suis pas des amoureux, mais nous sommes des amis. Nous avons fait une alliance, comme une parenthèse dans le temps, pour faire des choses que nous aimons. J'aime beaucoup les tragédies, lui aussi, et alors j'ai fait avec lui les choses meilleures de ma vie. Comme travail. Et j'espère que nous faisons encore, parce que je propose à lui de faire Ekba,
pas les Troyens et les Cubains. Alors, avant de parler de politique, parce que ça a été un moment important, la Grèce des colonels, Theodorakis, pour lequel vous avez pris, vous avez combattu. Je voudrais que vous répondiez à une question. Vous dites parfois, quand on parle de tragédie, c'est vrai que c'est pas facile de se battre avec la tragédie ou de la recevoir, comme le grand public, aller voir la tragédie. Et vous dites, il faudrait que la tragédie soit mise en scène comme un thriller ou comme un polar, comme on dit en France. Non, je ne dis pas ça, je dis qu'elles sont écrites comme ça. Le thème, c'est toujours un thriller. Parce que vous ne savez pas, quand vient Orestes, qu'est-ce qu'il va passer avec Édipe? Il va savoir que sa mère et ça, vous ne savez pas. Alors, avec tout ça qui se passe dans la tragédie, il y a aussi le thème et que ça vous attire. Et sont très bien, les anciens, faisaient des choses comme ça. Oui, non, mais alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour mettre la tragédie à portée du grand public, est-ce qu'il faut changer quelque chose? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut... Moi, je l'ai fait et j'ai eu l'expérience de ça qui passe avec le public. Le public reçoit le texte quand le texte, c'est nécessaire à dire ou à sentir. On n'aime pas les descriptions des émotions. On aime que tu es ça. Alors, si tu peux convaincre quelqu'un que tu es électe là-bas, à ce moment-là, et tu fais ça, et les gens entrent dans la fabule et aiment, et rentrent dans les problèmes de personnage et s'en va. Parce que le texte est toujours très forte. Et cette année qui est passée, j'ai fait avec Albertazzi, en italien, au théâtre de Taormina. Elle a fait Oedipus et j'ai fait sa mère, Giocasta. Et j'ai écouté le texte. J'ai dit, regarde, comme de maintenant, comme les gens l'écoutaient et prenaient le part, il était un spectacle pas réalistique que moi j'aime beaucoup. C'était aussi une idée, une proposition, mais même ça, le texte arrivait plus à l'âme de la personne que le spectacle. Vous savez ce que je veux dire? Enfin, le texte parle plus directement au spectateur je que le spectacle. Je crois que le texte est fait pour être joué. Ce n'était pas pour être lire. Et beaucoup, comme on a beaucoup d'estime pour la tragédie, on croit qu'il faut le dire comme ça. C'est pas possible, parce que quand un lecteur dit ma mère, comme ça, que tu fais que ça sur moi, elle dit la vérité. Quand vient à Dromaca et parle à son petit enfant, je dis tes mains, ta bouche, mon petit. Donc ça veut dire qu'il faut jouer un peu moins quand même? Non, il faut jouer la vérité de cette part. Il ne faut pas donner plus parce que c'est une tragédie. Il ne faut pas pousser la poésie parce que c'est une tragédie. Parce que dans la vie, beaucoup de temps, nous parlons avec un verse. Dans le village que je suis née, on parlait comme Lorca, par exemple. Mais naturellement, on ne croyait pas qu'on faisait la poésie. On écoute Mikis Theodorakis, ça se passe en 1970, il a fait 3 ans de prison et il tient une conférence de presse à Paris alors qu'il sort de prison. J'ai vécu la Grèce de la clandestinité, de la persécution, de l'arrestation et du simulacre d'exécution, de torture morale et de la mise au secret. J'ai entendu les cris de l'homme et de la femme. J'ai vécu la Grèce de la grève de la faim, la Grèce des prisons, des menottes et du fourgon cellulaire, de l'humiliation, de la honte et de la peur, où les gens parlent avec les yeux, où les citoyens sont arrêtés et disparaissent à tout moment. J'ai vécu la Grèce de la déportation, de l'arbitraire, la Grèce de la loi de la jungle. Je suis devenu un objet, un res. Et pourtant, je chantais. Alors bien sûr, on est loin de ça. On est aujourd'hui en l'an 2000. Donc l'Europe s'en est un peu sortie de Papadopoulos, de ce coup d'État. Quel souvenir vous en avez? Moi, j'étais pas là. Aujourd'hui? J'étais pas en Grèce.
Et j'étais toujours en dehors. Et eux, on a beaucoup souffert. Théodorakis, il était prisonnier et tout ça. Beaucoup de gens ont été tués. Et pour ça, moi, je n'ai rentré en Grèce à le moment de la liberté. Parce que j'ai honte de ne pas vivre avec mes compatriotes, le père, tous les jours que tu ne peux pas parler avec ton ami, il faut que tu te caches, que tu te... Ça, la liberté personnelle, moi, je l'ai eu en dehors de la Grèce. Pour ça, je ne voulais pas avoir ce moment de joie avec eux parce que je n'ai participé à la paix. Pour ça, j'allais après un mois là-bas. Mais Théodorakis, la grande histoire pour la résistance, c'était avant. Alors aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, l'Europe, vous la voyez comment? Alors, vous avez des envies, par exemple, vous dites, dans les... alors, il y a eu envoyé Mercouri aussi sur ces images, Oui. elle qui a été très engagée dans la politique, alors que vous êtes plus dans l'idée culturelle de l'Europe. Et elle était dans une famille qui était politique. Oui. Son grand-père, son père, tous là dans la politique. Alors que chez vous, c'est plutôt des poètes, des professeurs. Non, je ne connais pas le métier de la politique, parce qu'il y a un métier aussi. Et il faut savoir un peu d'économie, il faut savoir comment administrer les choses. Moi, je ne connais pas. Et pour une fois que Papandréou m'a dit de prendre part au gouvernement, je dis non, parce que si demain tu me dis de faire une opération à ta tête, je dis non, parce que je te tue. Il faut savoir ce que tu fais, non? Alors aujourd'hui, votre combat, c'est quoi pour l'Europe? Alors je vous ai entendu parler d'archéologie vivante, c'est-à-dire mettre tous les textes anciens à la portée du plus grand nombre, à la portée des enfants. Je vous ai entendu dire aussi il faudrait sauver les théâtres antiques. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il faudrait... Je pense que peut-être la qualité est dans toutes les choses, peut-être est-ce la nouvelle... L'envoi Épidore, par exemple. Hein, donc, non, je dis la nouvelle idée, parce que c'était communisme une fois, c'était avant christianisme, tout ça. Je trouve que peut-être la qualité de trouver ta qualité comme personne, peut-être c'est ça. Moi, à ce moment-là, comme il n'y a pas une commune idéale, il faut que je m'engage de faire mon idéal, parce que peut-être avec les écoles que moi je travaille maintenant, c'est... École de théâtre? Disons que c'est une école de tous les arts et des techniques de spectacle. Et quand... Ça, c'est en Grèce, c'est à Athènes. Non seulement, c'est déjà engagé Espagne pour faire une chose comme ça, mais toute l'ambiance aussi, c'est fait d'une manière, je crois, de qualité. Et maintenant, c'est trop tôt pour vous dire tout ça qui va passer. Mais c'est votre combat actuel? Oui. Ouais. C'est près des choses que je connais. Pour ça, je me sens que je fais quelque chose que je peux approfondir plus des choses que j'ai appris comme métier. Irène Papas, une toute dernière question avant de laisser la parole à Alexia Cousin. Les films que l'on voit régulièrement en France, Z, Les Canons de Navarone, les films de Kakoyannis, est-ce qu'il y en a un ou deux qui sont pour vous des films que vous mettez de côté parce qu'ils ont été les plus importants, en un mot? Electre, c'était un moment, je crois, disons, historique, non? Parce que c'était la première transformation au prenant de cet art, que c'était toujours au théâtre, qui pouvait être au cinéma aussi bien. Et moi, je suis pour les nouvelles techniques, pour dire les anciens mythes. Il faut utiliser. La technique, c'est toujours bien. C'est comme nous la utilisons.
Merci, merci Irène Papas. Et puis bon, on terminera sur une note une note un peu clin d'œil. C'est vrai, on vous a vu aussi à la télévision dans une fiction d'Antenne 2 ou France 2, je ne sais plus, qui était, ça s'appelait comment, la valise en carton. Oui. On va regarder un tout petit bout pour rire. J'ai fait la mère des saisons. Voilà, est-ce que vous vous rappelez de cette série que vous avez fait? Alors là, c'est purement de la comédie, hein, on est d'accord. Oh, ouais, la valise en carton. Oui. Ne c'était pas comme on dit. Pour nous, c'était un peu drôle finalement. Enfin, c'était perçu en France comme étant quelque chose d'assez. C'est vrai, pour moi, c'était une grande tragédie là-bas. Comme la mère qui se fait et tout. Alexia Cousin, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Irène Papas? Qu'est-ce que vous avez senti? Si vous comprenez mon français. Oui, Oui, je rassurez-vous. comprends même, je crois, enfin, quelque chose qui se dégage au-delà des mots. Je suis très impressionnée, je l'étais déjà avant d'arriver, mais en sachant que j'allais vous rencontrer. Je suis effectivement étonnée du sourire dont vous parliez au début. Et même si on ne veut pas faire l'amalgame du personnage et de l'actrice, au début, j'étais presque pas d'accord. Parce qu'il y a vraiment une stature quand même. Oui, oui, vraiment. Mais avec oui, un rayonnement qui... Je trouve pas mes mots. C'est très difficile, ça que vous faites à elle. Non? Oui. C'est très difficile. Moi, je suis pas méchant, vous savez. Non. Non, en plus, bon, c'est vrai que c'est... Pour moi, c'est aussi très difficile à accepter tout ça. Le théâtre me touche de près. Et donc là, vous entendez une expérience, quelque chose de... Oui. Et j'ai beaucoup appris. Rien que ce soit. On va continuer avec vous dans une seconde. On fait, comme à chaque fois dans des mots de minuit, une pause musicale. Je vous propose d'écouter Filomena Moretti, qui joue ce soir un premier morceau qui s'appelle Les Recuerdos de la Alhambra de Albéniz. Alors Filomena Moretti a un des répertoires les plus importants en matière de concerto pour guitare et orchestre. Elle a joué dans toute l'Europe. Elle a été invitée partout. Elle a fait récemment une tournée avec Lucero Tena au Castagnettes. Et elle a enregistré 2 compacts, dont l'intégrale de l'opéra pour guitare seule de Joaquin Rodrigo. On écoute Filomena Moretti, Recuerdo de la Alhambra de Albéniz.
Philomena Moretti, qu'on retrouvera tout à l'heure. Alexia Cousin, je vais citer la presse aussi, comme je le faisais tout à l'heure avec Irène Papas. Nous sommes en 1998, dans un article intitulé « La pêche au talent » à propos du concert des lauréats du concours Voix Nouvelle. Pierre Petit écrit ceci. « Ce raffinement, c'est assurément Alexia Cousin qui nous l'apporte. Dès le grand air de Thaïs, nous sommes ravis par l'évidence d'un talent d'une remarquable qualité. Elle fait toujours preuve d'une superbe élégance vocale, d'une totale sûreté dans les attaques et d'une recherche dans les nuances sans cesse payante, grâce à une voix magnifiquement souple qui fait merveille dans Desdémone comme dans Agathe. » Ben voilà, vous êtes habillé pour la fin de vos jours. Hein. C'est-à-dire que vous avez 18 ans, vous remportez ce concours des voix nouvelles, et depuis, vous êtes allé normalement vite ou très vite? Normalement, point. Ouais. Parce que vite, parce qu'il s'est trouvé que j'étais déjà jeune. Ce qui a été vite, c'est de rencontrer le bon prof au bon moment, c'est-à-dire de pas... Daniel Delarue. Voilà, Hein, Daniel Delarue, d'apprendre à chanter tôt, que ce concours se présente au bon moment. Mais depuis le concours, j'accepte les propositions qui me semblent bonnes d'accepter, et j'avance à petits pas. J'ai pas l'impression d'aller vite. On vous écoute dans un extrait de Othello, oui. Verdi. C'est dans une émission d'ailleurs de Dave Ruggieri qui date de 1998. Vous interprétez l'air du saule dans Othello. On vous écoute. Un mot du parcours qui vous amène à l'ère du saule, ce qu'on vient d'entendre dans Musiques au cœur. J'ai donc commencé le chant avec Daniel Delarue au Conservatoire d'Aubervilliers La Courneuve, par hasard et aussi un peu le hasard étant le destin quelque part. Et puis avant ça, j'avais fait un petit peu de piano. Rien qui vous prédestinait? Absolument rien, à part l'amour du théâtre, l'amour de la scène, de pouvoir, depuis toute petite, chanter en public une chansonnette, réciter un poème, où le public étant les gens présents à une fête de famille, ou le public d'une soirée dans un club de vacances. Mais je n'avais pas fait le lien avec la musique. Quelle musique on écoute quand vous êtes jeune dans votre... Celle qu'on aime et celle qui nous donne le plus de sensations. Laquelle? C'est-à-dire la musique classique, même si le mot classique est très galvaudé. En plus, on a tous, je crois, des sensibilités particulières à l'intérieur de cette musique classique. Et moi,
avant de cette période où j'ai commencé le chant et où la musique a commencé à prendre de l'importance dans ma vie, j'étais très séduite par Chopin, la musique pour piano, Schumann, et puis j'ai découvert le chant par la musique italienne, Verdi, Puccini. Il y avait aussi Johnny Hallyday, Charles Trenet, enfin des choses comme ça que vous écoutiez quand même, non? Oui, disons, je sais pas, c'est pas eux que je citerai en premier. Je les ai plus. En préparant cette émission, vous nous avez dit que, en fait, jusqu'à 14 ans, votre univers n'était pas forcément musicalement sonore. Non, vraiment pas. Je n'existais pas, je n'existais pas avec mes oreilles. C'est-à-dire que il n'y avait pas de musique à la maison, ni classique, ni tellement autre d'ailleurs. Qu'est-ce que vous aviez comme bruit dans les oreilles jusqu'avant le chant? Qu'est-ce que vous écoutiez? Quels sont les bruits que vous retenez de l'époque? Très peu de choses. Par exemple? Très peu de sonorités. Rien de marquant. Rien de marquant parce que j'ai découvert le son au moment... Et pourtant, je jouais du piano. Donc pourtant, au moins le son avant la musique aurait dû exister pour moi. J'ai mis énormément de temps à y venir, comme quoi on peut... Est-ce qu'avant de découvrir et donc d'exister par vos oreilles, hein, oui, si je vous comprends oui, bien, hein, oui. Qu'est-ce qui avait une importance sonore? Quel était votre environnement sonore à l'époque? Peut-être les voix. Les voix? Les voix? Les voix parlées, évidemment, ouais. À l'époque. Ça, je crois que c'est... Je sais pas, c'est pas très original. Comment est-ce que vous considériez la musique classique à l'époque? Comme tout le monde. C'est-à-dire pour une élite, quelque chose de lointain. C'est pour les riches, quoi. C'est l'élite. Mais l'élite, pas forcément l'élite intellectuelle aussi. Ouais. Et puis des gens qui font semblant de l'écouter, parce que dans leur milieu, ça fait bien de l'écouter. Une espèce de masse comme ça, de sons un peu toujours pareil. Et finalement, qu'on écoute pour s'endormir ou pour se calmer. Alors, je vous ai vu récemment au Théâtre des Champs-Élysées, dans le Gloria de Poulenc, et c'était une question que je me posais, c'est-à-dire que après on a préparé l'émission, et donc effectivement la musique c'est l'élite, c'est la musique classique en tout cas, et quand on vous voit dans tout le formalisme de ces représentations, comment est-ce que vous l'avez intégré d'un seul coup c'est très élitiste, qu'on le veuille ou non, ce type de concert, de représentation. Surtout le concert, oui. Ils sont tous bien habillés dans la salle ou à peu de choses près, enfin, c'est ça que je veux dire. Je crois que c'est parce qu'on ne l'intègre pas comme convention, mais on le vit libre. C'est-à-dire qu'il y a un moment... On le vit libre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, peu importe comme les gens sont habillés, mais... il y a un moment où on réalise qu'on ne peut faire cette musique que dans un vrai silence. Et qu'elle se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un show, rajouter des lumières. Moi, j'ai pensé, parce qu'au début, la forme concert... On pourrait chanter en jean aussi, qui rendrait peut-être plus accessible votre talent ou votre qualité de chanteuse. Oui. J'y ai pensé. Parce que la forme concert me dérangeait. Que tous les musiciens sont toujours en noir. Heureusement qu'il y a quelques violoncelles qu'on remarque avec ces bois magnifiques, mais sinon, c'est vrai que ça... Mais il y a un moment où on réalise qu'on a besoin de cette simplicité et de ce... de ce décorum, finalement. Voilà, de cette solennité. Voilà, pour que pour que la concentration soit ailleurs. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait chanter en jean. Surtout pour transmettre. Sauf qu'il faut... Oui, en même temps, il faut créer l'événement.
Ouais. Faut que la soirée soit la soirée où le moment soit inattendu. Est-ce que ce que vous êtes devenu vous coupe de vos amis parce que vous n'êtes plus sur la même planète? Je ne suis rien devenue. Non, mais si, parce que quand on va vous entendre dans Péléas et Mélisande dans quelques instants, il est clair que peut-être que vous êtes sorti d'un contexte culturel pour passer dans un autre, d'une certaine manière, d'un environnement culturel à un autre. Je veux pas dire ça. Je veux pas dire ça parce que c'est un peu vrai, bien sûr. Merci. Oui, mais ce que je veux vraiment faire passer, c'est que il n'y a pas une porte blindée entre les deux, et que j'y suis allée à petits pas, ébahie devant les rayons de la Fnac, en voyant ces milliers d'enregistrements, en me disant mais par lequel je vais commencer? Qu'est-ce que je vais écouter? Mozart. Et vous avez commencé par quoi? Callas. L'intégrale achetée au prix unique. Oui. C'est Oui, ça, ouais. oui. C'est pas l'intégrale, c'est les extraits. Les extraits, pardon. Oui, mais c'est très important parce que c'est avec chaque petit morceau que je suis allée voir les intégrales, justement. Écoutez. Péléas et Mélisande, un de vos plus beaux souvenirs, semble-t-il. Oui. Hein, c'est Genève. J'en ai pas encore beaucoup. Mais avec les dialogues des Carmélites d'Avignon, c'est de très grandes aventures, oui. Et puis c'est quand même très physique là, parce que oui, c'est vrai. Faut savoir nager aussi. Il ne faut pas savoir seulement chanter, mais il faut aussi savoir nager. La preuve. Pourquoi ne vouliez-vous pas? Je vais passer quelque chose pour vous allez tomber. Avec quoi jouez-vous? Avec l'anneau qui m'a donné. Ne serait pas ainsi, mais ne me trompez pas. Comme une fille au soleil. À genoux. À droite et puis à gauche. À gauche et puis à droite. Alors José Vendôme qui est dans le rôle de Golo, et c'est l'anglais Simon Kenlyside qui joue Péléas. Alors la question quand on voit ça, c'est la question de comment situez-vous et comment faites-vous la part des choses entre le chant, la comédie et schématiquement l'émotion? Comment est-ce que vous faites pour... J'essaye de ne pas partager, en gardant en tête un des préceptes importants. Est-ce que c'est une mosaïque ou est-ce que c'est quelque chose de plus fusionnel? Oui, c'est fusionnel. C'est fusionnel, tout, vraiment. Contrairement à ce qu'on entendait tout à l'heure chez Yann Papas. Sauf que je m'efforce de garder, on dit toujours 50% de tête, c'est-à-dire pour chanter, parce qu'il y a quand même des contraintes de respiration, de notes à prendre, de départ. On peut pas s'abandonner totalement. Il y a des moments, la limite est Comment est-ce qu'on peut chanter dans la petite. piscine avec de l'eau jusque-là? Elle était chaude, l'eau? Mais c'est une drôle de question, parce que... Alors l'eau était chaude, c'est vrai, et c'était un confort, mais... c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, et en même temps, l'endroit où les gens chantent le plus facilement, c'est dans leur bain. Vous êtes d'accord? Oui, je prends des douches. Ah bon, mais dans la douche aussi, non? Oui, sous l'eau, on chante facilement. Non, ce qu'on a surtout remarqué, au-delà de cette question, c'est le fait que, finalement, vous étiez d'une maîtrise totale, puisque... Enfin, plonger dans l'eau en continuant à chanter, ça veut donc dire être capable de maîtriser son corps et sa voix. Oui, sauf que c'est pas du tout une prouesse, dans la mesure où ce que je fais physiquement correspond exactement à l'état de Mélisande, exactement au personnage à ce moment-là, et donc à la phrase musicale, et donc au texte, parce que c'était juste.
ce que le metteur en scène m'a demandé à ce moment-là était juste. Vous avez pris votre pied sur ce, Oui. sur ce spectacle. C'est l'expression que vous avez Oui. utilisée. Je voudrais vous faire écouter, et là on va parler peut-être tout petit peu plus technique, je voudrais vous faire écouter Tran Quang Ai, qui est chef du département d'ethnomusicologie au Musée de l'Homme. Il explique son travail sur la voix, et notamment sur le souffle, et il explique en quoi son travail peut aider les artistes à trouver plus de souffle. Regardez, c'était dans un cercle que nous avions fait l'an dernier. Souvent, c'est le chanteur n'a que 15 secondes, 20 secondes. Et je peux chanter presque 1 minute, n'est-ce pas, sans reprendre le souffle. Et j'avais fait la démonstration, chanter Hymne à la joie avec les harmoniques en un seul souffle. Vous le faites là, comme ça, Oui, ou ça oui, demande par du exemple. Un seul souffle. Un seul souffle, donc c'est impressionnant. Hein. Oui, c'est très impressionnant. Sauf que je suis pas sûre qu'on puisse chanter comme ça sur une scène de théâtre avec l'orchestre en dessous. Mais c'est très impressionnant. D'ailleurs, je sais même pas si comment il fait pour produire deux sons en même temps et tout. Alors, vous dites que la voix est un instrument qui n'est pas forcément très agréable. Comment la travaillez-vous? Un instrument pas très Désagréable, c'est pas, enfin, c'est en tout cas un instrument qu'il faut ménager. Ah oui, oui. Je travaille techniquement, je fais des exercices. Finalement, c'est assez comparable au travail d'un sportif. J'essaie d'avoir à disposition techniquement suffisamment de choses pour que ensuite, quand je suis devant une partition et que j'ai besoin d'exprimer quelque chose, j'ai à disposition les éléments techniques pour le réaliser. Est-ce que vous êtes dans la passion ou est-ce que vous êtes dans le travail? Je suis dans le travail passionné. Parce que on a une drôle de notion finalement du mot travail aujourd'hui, mais c'est pas forcément lié à quelque chose de négatif. Moi, je me mets au travail avec bonheur et c'est constructif et c'est... Je dis ça parce que jusqu'à il y a peu de temps, vous étiez encore en faculté, vous vouliez faire de la physique et de la chimie. Je suis allée 3 jours. D'accord. Parce que justement, je me suis aperçue que j'aurais pas le temps avec ces emplois du temps. Et donc là, vous êtes complètement dédié, c'est-à-dire oui, que... vraiment. Mais durant mon lycée, j'ai quand même consacré énormément de temps au chant et à la musique. Est-ce qu'il y a des mots qui ne... Est-ce que le langage n'est pas suffisant? Est-ce que le fait que le langage n'est pas suffisant vous force à chanter? Ah oui, absolument. Vous avez vu comme je parle mal. Et oui, mais c'est même ma façon d'exprimer, d'exister. C'est beaucoup ce que je dis. Parce que quand je suis pas Mélisande... vous vivez quand même. Voilà, oui, tout va bien. Mais... oui, bien sûr, la musique sublime. Alors, je voudrais vous poser une question. Après ce que va dire Michel Poysa. Michel Poysa est un sociologue. Il a écrit notamment L'opéra et le cri de l'ange ou encore les variations sur la voix. Il explique, vous allez l'entendre, que la voix du chant est en conflit violent avec la voix du langage. Écoutez-le. Le langage, par définition, quelque chose de discontinu, de discret. Le langage le plus élémentaire, c'est par exemple, je sais pas, le morse. Donc, alors que tout ce qui fait travailler la voix et le chant, c'est la réintroduction du continu et donc du corps, et qui vient en quelque sorte entrer en conflit violent avec le langage. Et ça parle tout à fait de ce que la psychanalyse définit comme l'enjeu pulsionnel de la voix, c'est-à-dire une sorte de fatalité, je dirais, de destinée, de poids que l'être humain doit supporter d'être devenu un être de langage. Commentaire sur... Oui, je suis assez d'accord. Et ça
Donc plus pratiquement pour les gens qui écoutent l'opéra, c'est accepter une convention. Parce que c'est ce qui fait qu'on dit mais enfin c'est pas naturel. En plus ça ralentit évidemment. Cette continuité dont on parle ralentit le débit des mots. C'est une convention à accepter, mais comme on en accepte au théâtre aussi. Alors au théâtre, je vous ai vu l'autre jour, donc je disais au Théâtre des Champs-Élysées, dans le Gloria de Poulenc, et j'ai reconnu dans le chœur régional du Nord-Pas-de-Calais, j'ai reconnu un ami à qui j'ai dit « je t'ai vu », bon, etc. Cet ami m'a envoyé un mot, j'ai pas du tout dit que je vous avais apprécié ou quoi que ce soit, et il me dit la chose suivante. Il m'écrit, il ne m'en voudra pas de le citer, je pense que vous aurez admiré la soprano du Gloria. Cette jeune femme à l'âge de Nicolas Anelka, et elle est mieux entourée. Elle vous plaira tout à fait, et elle me plaira tout à fait quand elle aura consolidé toutes ses voyelles dans l'aigu, de manière à articuler parfaitement qui tollis peccata mundi, mais même Barbara Hendricks ne s'en donne pas la peine, pas toujours. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, lui est musicien, bien sûr, et les voyelles dans l'aigu, c'est vrai que... Comment dites-vous qui tollis peccata mundi? Je m'en donnerai jamais la peine. C'est vrai? Oui, parce qu'on n'articule plus les voyelles au-dessus du passage, la zone mi, fa, et encore plus fa dièse, donc c'était la note en question pour cette phrase. Et... c'est quelque chose que j'ai appris et qu'on apprend en écoutant toutes les grandes, et que Schwarzkopf a même dit dans ses... Parce que c'est une hauteur, une fréquence, tout simplement, qui ne permet plus le i. Si vous voulez, le i est une voyelle trop fermée, parce que c'est qui, to, lis, le o, oui, mais le i, non. Est une voyelle trop fermée pour produire un son aussi aigu, donc qui a besoin d'ouverture. Je lui donnerai la réponse aussi. Accessoirement, il m'a expliqué que vous chaussiez du 40 ce oui. jour-là. Mon Dieu, oui. Tout à fait. Et que vous aviez oublié vos chaussures. Oui. Et vous en êtes fait prêter. Oui. Est-ce que vous entrez facilement dans les chaussures des autres? Dans les chaussures des autres. Dans ce décorum, on en parlait déjà un peu tout à l'heure. C'est facile d'être dans cette peau de ce que vous allez peut-être sans doute devenir, c'est-à-dire que vous le vouliez ou non, une star, parce qu'à ce niveau de qualité, en général, il y a la tentation, ou en tout cas, peut-être de manière objective, le fait d'être une star. Est-ce que vous êtes consciente de ça et de cette mécanique qui est en train de vous prendre? J'essaie j'ai pas envie de dire protéger, parce que je vis à 200% ce qui se passe. Pour l'instant, ce dont je m'aperçois, c'est l'agitation qu'il peut y avoir autour de moi. Mais je regarde cette agitation, et puis je ferme ma porte et je vais chanter. J'apprends par exemple, j'apprends des choses à mon sujet complètement fausses, qu'on déjà fait le tour de je sais pas quoi. Par exemple, au sujet de mon âge, j'ai eu tous les âges possibles et imaginables depuis le début. Bon, ça me fait rire parce que c'est un détail et puis en plus c'est faux, donc ça ne me touche pas. Mais voilà, alors beaucoup d'agitation autour de moi, mais si vous voulez, j'ai pas l'impression... Moi, je reste très proche de ce que j'aime faire et de ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire de ma partition, et du moment que je suis honnête vis-à-vis du compositeur que je chante, finalement... Vous aurez bien le temps de vous poser la question de ce que vous allez voir. Par exemple, regardez. Moi, je veux dire seulement ça, que j'ai reçu beaucoup de lettres de la France, c'est-à-dire, et j'ai reçu aussi des journaux envoyés par cette gens gentils que je n'ai jamais connus, et je veux le remercier personnellement.
chacun et j'espère qu'un jour je viens à Paris à chanter. Pour chanter. On peut le faire bien vite. Parce que je vois que vous avez envie de m'entendre. Pardonnez-moi, je ne suis pas capable de parler, je suis un tout petit peu émue. Enfin, je vous remercie. Voilà, donc vous la connaissez? Oui, je la connais. Enfin, je la connais, non. C'est donc la Callas. Maria Callas, ouais, à Lisbonne, sa Traviata. Alors c'est cette femme c'est cette diva que vous avez écoutée qui vous a donné qui vous a accroché dans ce train-là. Hein. Pour moi, elle est, c'est-à-dire qu'il y a les très grands chanteurs, ceux que j'admire profondément et qui me font vibrer. Et puis il y a Callas. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est au-delà. C'est pas une star. Elle a été envoyée par les dieux parce que elle a été merveilleuse. Ça a été un phénomène de société aussi. Mais ce qui s'est passé dans le monde de l'opéra, grâce à elle, c'est-à-dire qu'elle a réintégré le théâtre à l'opéra. Et à mon avis, c'est grâce à elle si l'opéra existe encore. J'ai parlé une fois de la révolution Callas et je le dis encore parce que pour moi, il y a avant elle et après elle. Elle a été vraiment envoyée par les dieux pour que l'opéra continue à vivre. Non, vraiment, c'est pas du fanatisme. On se croirait dans un film d'Irène Papas. Envoyée par les dieux, c'est... Ouais. Irène Papas, qu'avez-vous entendu d'Alexia Cousin? Qu'est-ce qui vous marque? Beaucoup de choses. Et moi, comme j'aime beaucoup la musique, mais je ne connais pas la musique, je trouve que nous travaillons presque le même. Eux, on a peut-être un avantage que la musique, c'est extraordinaire et on peut le aider. Et la moitié peut-être de leur travail, c'est déjà fait par la musique, mais quand on le fait bien. Nous, il faut faire la musique nous-mêmes, tout ça. Mais c'est une autre manière très obstaculaire pour s'exprimer, pour se jeter dans les passions, des choses comme ça. Moi, je peux aller et après, je prends un peu de moment. La musique, je trouve que c'est très, très discipliné. C'est un art complètement de discipline. Et pour avoir des personnes qui chantent bien, ça veut dire qu'on fait double de travail que nous faisons. Parce qu'il faut toujours avoir la musique. Et le texte, pour nous, c'est pas aussi discipline. Parce que là-bas, il a la voix comme ça. Et vous avez demandé avant elle que c'était très tôt. Pour la voix, c'est pas très tôt. Elle est le moment de sa voix. Et c'est pas très tôt qu'elle a fait ça. Parce que maintenant qu'elle est intelligente, moi je vis qu'elle fait beaucoup de travail de drame, elle a des émotions. Oui, on dit que c'est une bonne comédienne aussi. Oui, je trouve qu'elle donne aussi un peu de drame à son travail. Et ça, c'est très bien. Mais j'écoutais très, très activement ce que je disais et j'aime beaucoup parce que ça me fait peut-être qu'il faut que je travaille plus. Quand on dit que moi, quand on me dit ça, moi, j'allais à la qualité, à ma qualité, parce que ça, c'est la seule force que quelqu'un, au star ou pas star, qu'elle a. Alors, par rapport à cette notion de travail sur la musique que souligne Irène Papas, comment situez-vous la sensualité dans votre art? Où est-ce que vous la mettez? Est-ce que c'est quelque chose qui est là en permanence? Ou est-ce que le travail vous oblige à toujours être en retenue? Non, parce que le travail permet de pouvoir donner ça. À la différence évidemment du comédien, de l'acteur, on ne donne pas notre interprétation. C'est le compositeur en écrivant qui a déjà donné l'interprétation. C'est-à-dire qu'on n'a aucun choix ni de silence, ni de longueur de mots, tout est déjà dit. Nous, on ne crée pas
on cherche à comprendre pourquoi ce silence est de cette longueur et pas d'une autre, et à le donner. Toute dernière question. Comme des descriptions, des interprétations. Il y a dedans la musique, ça. Est-ce que vous avez besoin de silence? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que c'est la plus belle des musiques. Quelle conclusion. Quelle conclusion. Mesdames, vous restez avec nous. On va passer à la deuxième partie de cette émission. C'est de l'actualité culturelle. Ça s'appelle Les Niveaux portables. On va continuer en musique avec Calogero, qui est grenoblois, qui a joué de l'orgue et qui a continué à partir de 6 ans et qui a continué ensuite à faire de la musique depuis. Calogero interprète ce soir de Cendres et de Terre, cet extrait de son album Au milieu des autres, un album qui va sortir en mai prochain. Il a d'abord fait une carrière dans plusieurs groupes avant de continuer une carrière en solo. Il a travaillé notamment avec Pascal Obispo, et dans cet album, la plupart des textes ont été écrits par des femmes. Parmi celles-ci, il y a Zazie. De Cendres et de Terre, Calogero. Je suis fait d'un peu d'océan, de chair et de sang. Tout feu, tout flamme au-dedans. Et déjà je me sens de cendres et de terre. On est fait comme ça, de cendres et de terre. On ne reste pas. Et si la vie commence ici, elle finit. Tout se confond et figé dans l'argile et le temps. Je me fondrai dedans. Si léger, invisible aux gens, éternel absent, de cendres et de terre. On est fait comme ça, de cendres et de terre. On ne reste pas. Et si la vie commence ici, elle finit. Tout se confond. Je vivrai à feu et à sang. Et je m'en irai pourtant, de cendres et de terre. On est fait comme ça, de cendres et de terre. On ne reste pas. Et si la vie commence ici, elle finit. Tout se confond, de cendres et de terre. On est fait comme ça, de cendres et de terre. On ne reste pas. Si la vie commence ici,
Calogero, donc, de cendre et de terre. Dans l'actualité culturelle, je voulais vous présenter ce livre hein, qui s'appelle L'Enfer, qui est signé par James Natchway. James Natchway est un photojournaliste américain qui a connu et qui a été voir toutes les misères du monde depuis une dizaine d'années. Il publie cet album qui est triste et douloureux, et il dit la chose suivante dans une interview récente. Il dit « Dans la presse en général, depuis quelques années, existe une volonté de détourner des reportages au profit de sujets plus divertissants. J'ai le sentiment, sans être un expert, que la loi du marché devient supérieure à celle des exigences journalistiques, et il est possible que les annonceurs aient plus d'influence que les journalistes eux-mêmes. Cette tendance a un effet quasi mortel sur la conscience publique et politique, et c'est devenu une attitude à la mode que d'être ironique ou cynique envers ce qui se passe dans le monde. » Je vous propose de faire meilleure connaissance avec James Natchway et son travail, avec ce reportage aux États-Unis de notre correspondant Dominique Derda. Quand je regarde mes photos aujourd'hui, je ressens exactement ce que je ressentais lorsque je les ai prises. La colère, la tristesse, la frustration, l'espoir, l'incrédulité. Quand il découvre à 20 ans les photos de la guerre du Vietnam, celles qui vont bouleverser l'opinion publique américaine, James Natchway, l'étudiant en sciences politiques et en histoire de l'art, a trouvé sa vocation. Depuis, de l'Irlande du Nord au début des années 80 au Kosovo, il y a quelques mois encore, il a couvert tous les conflits qui ensanglantent la planète, récolté tous les prix. À 52 ans, James Natchway est l'un des plus grands photographes d'actualité contemporain. J'essaye de faire appel aux meilleurs instincts des gens, à leur générosité, leur sens du bien et du mal, leur capacité et leur volonté de s'identifier à d'autres. Et de refuser d'accepter ce qui est inacceptable. De ces images dont il espère toujours qu'elles éveillent les consciences et bousculent l'indifférence, il a choisi de faire un livre, L'Enfer, près de 400 photos couleur de deuil, où le noir l'emporte toujours sur le blanc. L'Enfer, ça doit être plus qu'un simple livre de photos. Je voudrais que ce soit un compte-rendu minutieux, les archives de ce qui s'est passé durant la dernière décennie du siècle, la dernière décennie de ce millénaire. Je crois qu'il est très important que nous n'oublions pas ces choses-là, que nous tirions des enseignements des erreurs commises par le passé. C'est comme cela que nous rendrons la vie meilleure dans le futur. Un jour peut-être, James Natchway photographiera la joie, l'insouciance ou le bonheur de vivre. D'ici là, il a trop à faire. Bientôt, il repart en Afrique, vers d'autres réfugiés, d'autres victimes de cet enfer auquel il a dédié son livre. C'est sa mission, dit-il, son devoir, de continuer à témoigner. Alexia Cousin, Irène Papas, je vous ai vu très attentive sur ce reportage de Dominique Derda, sur ces photos. Comment est-ce que vous restez en contact l'une et l'autre avec cette réalité, Irène Papas? Avec ça que je vis? Avec, oui, enfin, avec la guerre, avec le Rwanda, avec le Kosovo il y a peu de temps, avec... Je crois que dans l'homme ou la femme, il y a, non pas le monstre, mais il y a la violence. Quand vous mangez, par exemple, un filet plein de sang, vous savez que c'est un cadavre. Vous savez que vous êtes très très loin de la civilisation.
Mais cette inutile violence, beaucoup de temps, ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, que les gens ont besoin d'être sans logique ou sans raison aussi violentes. Et les photos, moi je trouve que ce sont beaucoup de photos qui ont fait ça, cet effet de terreur. Ça te fait violence, ça te renvoie la violence. Oui, ouais. Mais de l'autre côté, c'est pourquoi seulement ça? Et je ne sais pas si c'est art ou pas art, ou c'est... on me fait, mais si, qu'on me fait de douleur, mais de l'autre côté, c'est quelque chose que je n'aime pas, que c'est toujours les enfants et les vieux. Il y a la violence partout. Il y a la violence aussi dans la beauté, beaucoup de temps. Il y a la violence de comportement. Il y a la violence... Celle-là, c'est la plus visible, en tout cas. Oui, oui. C'est plus visible, plus descriptive. Et toujours, on cherche les petits enfants parce qu'ils sont les tendres et ils sont pas, on ne peut pas se défendre. Et le même avec les vieux. Je ne suis pas contre de ça. Je suis pour qu'il fait ça, qu'il faut faire voir. Mais il y a largement d'autres photos que les enfants et les vieillards. Et pour vous, Alexia Cousin? Oui, ce sont des images qui évidemment me choquent aussi. Est-ce que ça vous donne de la conscience de ce qui se passe? Oui. Mais comment trouver les moyens d'être actif, je sais pas. Je sais pas. Des concerts à Sarajevo comme Sarah Hendricks. Je sais pas. Oui, oui. Oui. Comme Barbara Hendricks, pas ça. Oui, je suis pas sûre que ce soit. Oui, c'est très bien. Non, je veux pas. Mais je suis pas sûre que c'est parce que je vois ça que... Enfin, ça me choque. Vous êtes plus consciente. Oui. Et puis, de toute façon, ça me fait pas agir. On ne donne pas la force de faire quelque chose, parce que la force, c'est à l'autre personne, c'est à les politiques. Alors, tu fais avoir des douleurs et comme ça, et tu fais que. Tu ne peux pas faire rien. C'est un débat. On a envie de vous faire connaître, des mots de minuit, une revue qui a 10 ans à peu près d'existence. Ça s'appelle Passo Doble. Et on a invité son directeur qui est Francesco Forlani. Et alors, Francesco Forlani, qu'est-ce que c'est que... Je suis ému d'être à côté de mes parents. Vous êtes italien, vous êtes interprète. Oui, je suis italien, je suis napolitain, donc la plus grecque des villes italiennes, disons, peut-être pour ça. Mais alors, Passo Doble, c'est espagnol? Oui, mais en effet, c'est ça, justement. Passo Doble, c'est une revue, je dirais, à vocation et internationaliste. Moi, je voudrais, si vous permettez, quand même avoir un mot sur ce qu'on vient de voir aussi. Parce que c'est difficile. Nous, on a une démarche qui est assez passionnée, comme, disons, les personnes ici sur le plateau, y compris tous les techniciens, les gens qui sont là, évidemment. Et j'ai beaucoup aimé aussi votre façon de mettre à l'aise les gens pendant les émissions. Mais bien évidemment, il faut dire aussi une chose, que c'est difficile. Il y a comme des lieux dans lesquels, une fois qu'on se promène, on est vraiment atterri comme le regard de la méduse. On est immeuble, on est immobilisé par rapport aux images tout à l'heure. Et je pensais à Kafka, non, à cette petite nouvelle, disait à propos du silence des sirènes. Non, disait, tout le monde a toujours pensé donc à cette image d'Odyssée, d'Ulysse qui se fait lier, non, et pour pouvoir résister au chant des sirènes. Mais il disait il y a quelque chose de pire que les chants des sirènes, c'est son silence. Et c'est un peu ce qu'on vient de voir. Moi, je suis... je ne crois pas, par exemple, je ne crois pas qu'un concert à Sarajevo ou un film puisse, et même l'édition d'un livre comme ça, que je vois plutôt dans une très belle maison du 6e arrondissement, au 16e arrondissement, parce que c'est un livre assez costaud quand même. En même temps, la maison d'édition Phaidon, qui est anglaise, qui a une succursale à Paris, travaille vraiment beaucoup sur les prix pour justement mettre à portée. Enfin, oui, tout à fait. Non, ça serait génial. Par exemple, tous les acheteurs de ce type d'ouvrage, par exemple,
faisait quelque chose pour, tac, à un moment donné, annuler les dettes, non, mais ce que dit Natchoué est quand même important sur... C'est ça en Italie. Ouais. Pop fait ça. Ouais. Pour le 1er de mai. Voilà, tout le 1er mai, ouais. Bon, alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Natchoué ait fait ce travail. Donc, ça, c'est une compilation de 10 ans de travail. On voit bien que là, il y a un débat sur la manière de rester conscient et de rester politiquement en contact avec le monde dans lequel on est. C'est quoi Paso Doble? Voilà, tout à fait. Paso Doble, c'est donc non, c'est la digression, non, comme ça. Non, la Paso Doble, voilà. Paso Doble, c'est une danse. En effet, c'est une danse. Le Paso Doble, comme le tango, comme il liscio en Italie, comme ici dans les ganguettes. Et disons, c'est cet esprit. C'est une danse où les gens étaient très bien habillés. Et ce n'étaient pas forcément des gens d'une classe non, très élevée. Moi, je connais l'élégance des ouvriers italiens, ou grecs, ou français, hein, des années 50, 60. Et c'est un peu notre esprit, reprendre ce côté qui était à la fois populaire et beau. C'est un côté un peu dandy. Hein. On a eu une page. Donc, quand vous signez vos éditoriaux, par exemple celui-ci qui s'appelle C'est ici que j'ai grandi, Francesco Forlani, encore et plus que jamais communiste dandy. Absolument, voilà, c'est important parce que dans la première, avant c'était que communiste dandy. Le deuxième, c'était encore plus que jamais parce qu'en effet, c'est une définition qui ne plaît pas. Non, bon, tout d'abord, il faut la prononcer comme ça, communiste dandy, parce que si on dit dandy communiste, ça semble anticommuniste, no? Donc il fallait donc communiste dandy, no? C'est une question phonétique importante. Mais... Contenu. Pourquoi Paso Doble? Bon, alors par exemple, attends, je vais montrer un peu quand même l'esprit dans lequel vous travaillez. Non, ça y est, j'étais sûr. Paso Doble, c'est dans les arrêts. Bon, alors regardez, Paso Doble, c'est ça aussi, ça montre un peu l'esprit. Par exemple, Paso Doble 7 et 8, parce qu'en général, vous êtes annuel, vous paraissez tout à fait, une fois par an, ou deux fois par an, donc vous êtes biannuel, mais comme vous êtes sans doute peut-être un peu paresseux, vous faites en général une fois par an et vous faites 2 numéros en même temps. Mais ce que j'aime bien, c'est ceci, c'est-à-dire que, première page, l'incendie du Crédit Lyonnais. Exactement. Et puis vous avez un deuxième travail qui est celui-là, c'est le propriétaire d'un compte du Crédit Lyonnais. Absolument. Et il s'est pendu. Ou bien c'était quelqu'un qui était heureux. Il s'est pendu. Et Franck Lassalle est au... Franck Lassalle est le plus grand accordéoniste vivant. Donc avec Franck Lassalle, il faudrait quand même citer un petit peu cette bande, on est en quarantaine à y travailler. Donc pour la mise en page, il y a Jean-Noël Forestier, il y a Philippe Schillinger, évidemment, Patrice Chevaler. Cet instrument est un bayan. Absolument. Voilà. C'est un outil moyen de pouvoir dire des choses. Donc, pouvoir dire des choses, c'est pas évident. Déjà, dans le sens, parce qu'on dit beaucoup de choses. Donc, c'est pour cela qu'on publie un numéro par an, avec 58 pages, ce qui fait une moyenne, disons, une page sur 360 jours, tous les 60, non, comme on sait, tous les 6 jours. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais ce qui était, selon moi, extraordinaire de notre travail, ce qui est unique, ce qui fait de cette revue une revue unique, c'est le fait qu'il y a donc un ensemble, un collectif de gens de tous les âges, de toutes les nations. Il y a les Argentins, les Brésiliens, les Italiens, les Français, et ainsi de suite. Il y a des Grecs. Il y a Yann Savidou, qui est un très bon poète grec. Il y a Lakis Proguidis, qui est entre autres aussi le directeur de la Télé de Romont. On a vraiment, sans vouloir faire des Nations Unies et des choses comme ça, mais c'est un petit peu au hasard d'une ville qui est généreuse comme Paris à faire rencontrer des esprits et des gens. Et moi, on parlait tout à l'heure avec Franck, en vous écoutant, c'est un peu comme un immeuble, Paso Doble. Vous passez devant un immeuble, maintenant ça peut être un immeuble de banlieue, ça va être un immeuble dans les plans centres, peu importe, mais vous passez devant cet immeuble, il y a au premier étage, il y a une chanteuse qui répète sa partition. Au deuxième étage... Alexia Cousin, par exemple. Par exemple, elle répète. Au deuxième étage, il y a un voisin en colère
Exactement. Le deuxième étage, il y a qui fait des bruits ou des mots, ou qui dit des choses, donc peu importe, mais qui fait, non, qui ajoute quelque chose. Au troisième étage, il y a un photojournaliste qui publie son travail de 10 ans sur les misères du monde. Par exemple, exactement. Et donc on n'entend pas, parce que dans la chambre, non, la caméra oscure, on n'entend pas, mais il y a des lumières quand même assez bizarres. Et puis il y a, au quatrième étage, il y a un musicien qui fait autre chose, à rapport à la chanteuse, à rapport au voisin de la chanteuse qui parle, qui chante, qui répète. Et donc c'était cet ensemble, il y a des gens qui mettaient ensemble, non, ses propres passions, compétences, envies, expériences de vie. Ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, et je ne le dis pas gratuitement, en fait, vous avez dit très peu de choses du contenu, mais vous avez donné l'esprit. Et l'esprit donne envie d'aller chercher le contenu. Mais le contenu, nous l'avons regardé, et ça tient largement l'envie et le désir. Alors, j'ai encore 2 questions à vous poser. Vous êtes disponible où? Vous êtes tiré à combien d'exemplaires? Vous êtes vendu à combien d'exemplaires? Tout à fait. Donc, on est disponible avec les derniers numéros. Je ne sais pas s'il y a une caméra qui montrera. Il y en a une là, il y en a même 5. Parce que les numéros, c'était en effet toujours sur des thèmes. Hein. Donc, ça, c'était sous les rouges. Ça, c'était sur la ville. Et celui-là sort, hein, le numéro qui... Voilà. Tout à fait. C'est lui qui sortira donc la semaine prochaine, qui est sur le sport. Donc, en effet, il y avait, par exemple, des interventions, je ne sais pas, ça vaut la peine peut-être de montrer au moins, par exemple, il y a cette page de Muñoz, José Muñoz, non, le dessinateur, qui nous a donné gratuitement son intervention sur Maradona, Carmelo Bene, et un texte de Pasolini, un extrait inédit sur le foot, où il fait une relation entre foot et littérature. Puis il y a bien évidemment un très beau texte de Patrice Chevalier monté par Jean-Noël Forestier, Technique du chaos. Donc sur la boxe, il y a combien c'est tiré à 1000 exemplaires. Combien et où on trouve Donc c'est tiré à 1000 exemplaires. C'est tiré à 1000 exemplaires. Et dans toute la France. Il est dans le monde entier, mais dans le monde entier avec une cartographie bizarre. On le trouve à New York, on le trouve à Rome, on ne le trouve pas dans toutes les librairies à Paris. Bon, donc, par exemple, à Paris, on pourrait les retrouver et découvrir. Voilà, parce que c'est un peu comme nous, ça existe depuis longtemps. Vous nous avez découvert et nous sommes vraiment très touchés par ça. On vous remercie de cette attention. Et bien, même la revue, on la découvre par exemple à l'Arbre à Lettres, à l'Équipement de la Pensée, au boulevard de Bonne-Noël, qui est quand même un peu le quartier général avec Aurélien Alizadeh, et qui est les libraires, et ainsi de suite. Merci Francesco Forlani. Ce qui est bien, c'est que dans... Je peux chanter une chanson Non, parce que je voudrais passer un extrait du film de Kieslowski. Voilà. Et ce qui est intéressant surtout dans cette revue, c'est qu'il y a un point final aux articles. Absolument. Ça, c'est important. Bon, dans l'actualité culturelle aussi, ressort actuellement à Paris, où est diffusé à Paris pour la première fois un premier film, le premier long métrage en 1975 de Kieslowski. Ça s'appelle Le Personnel, et en fait, comme toujours chez Kieslowski, il s'agit d'une réflexion sur l'humanité, sur les travers et les difficultés de l'homme à vivre dans la société en général et dans la société polonaise en particulier. Le Personnel montre un individu qui va à l'opéra et qui qui s'occupe des costumes à l'opéra et qui est d'une certaine manière écœuré par le fait qu'à l'opéra, ça se passe comme dans la vie, il y a des rumeurs, il y a tout ça, et finalement le miracle ne se produira que le jour où, pour la première fois, il assistera à une représentation. Extrait de ce film. Panie Sowa, co to jest z tym kostiumem? No on był na przymiarkach wyrobiony. Jednak jest fatalnie, dyrektorze. Pan sobie przypomina, że przecież na przymiarkach... Jest jasne. Co na przymiarkach? Co na przymiarkach? Co mnie obchodzą pańskie przymiarki? Ale teraz reklamacje są trochę nie na miejscu. Panie Sowa, co mnie obchodzą? Powiedziałem pańskie przymiarki! Ja muszę się swobodnie czuć! Ja rozumiem, ale po prostu... Niech pan patrzy! To jest pański kostium! Rozumie pan? To! Proszę! Co pan mi tu będzie darł? Co pan mi tu będzie gołą dupę pokazywał?
Pan nie ma prawa tutaj stać, rozumie pan? Mnie wolno jest, bo ja tu śpiewam, tu, na tej scenie, a pan nawet nie umie użyć kostiumu! Pan nie ma prawa tutaj stać na tych deskach, rozumie pan? O, proszę, tak wygląda pański kostium, tak, proszę, proszę, tak, o, tak wygląda, a ja jak mam swobodę, la, Voilà donc pour le personnel, le film de Kieslowski en 1975, c'est à Paris en ce moment, c'est sur vos écrans. Je voulais vous signaler, deux conseils d'ailleurs, un conseil de lecture qui s'appelle de Marc-Antoine Mathieu, Mémoire morte. Donc c'est une réflexion sur le ROM. Le ROM, c'est une entité informatique qui réfléchit aux dégâts causés dans la cité par le trop d'informations. C'est une cité dans laquelle poussent des murs. Voilà, donc ça s'appelle Mémoire morte. Et à propos de ce livre, Marc-Antoine Mathieu cite Virilio qui dit ceci: l'interactivité est à la société ce que la radioactivité est à la matière. Et quand on regarde cette BD, on a une préfiguration de ce que peut un jour signifier l'étendue du maillage par le net. Je voulais vous signaler également dans une dizaine de jours les journées nationales du livre et du vin le 15 et 16 avril 2000 à Saumur, comme chaque année maintenant depuis 5 ans, avec cette année un éclairage mis sur Anthony Burgess, son œuvre éditoriale et musicale. On se quitte des mots de minuit avec Philomena Moretti, qu'on retrouve pour un deuxième titre. C'est la sonate en mi majeur de Scarlatti.
Moretti, Alexia Cousin, Irène Papas, Francesco Forlani, merci beaucoup. Merci de votre présence dans Des mots de minuit. C'est la fin de cette émission. Bonsoir, bonne nuit. Même si elle a été récemment en Ukraine, la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. Bonsoir. أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني